Bonsoir à tous. Je suis ravi d'ouvrir ce soir un nouveau cycle de conférences, de rencontres avec des artistes contemporains français qui travaillent dans le domaine des arts numériques. Comme vous le savez, le secteur des arts numériques est un vecteur incontournable actuellement dans ce qui concerne les propositions culturelles en général et propositions culturelles ou artistiques. Alors, ce cycle est, comme vous le comprenez, réalisé par l'Institut français de Russie en partenariat avec le laboratoire des nouveaux médias auprès du théâtre Alexandrinsky. Et bien sûr de son directeur, que vous connaissez, son directeur artistique, Anton Yakontov, que je salue. Alors, pour rappel, même si beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'en suis persuadé, le laboratoire des nouveaux médias réunit de jeunes artistes sonores et visuels désirant acquérir de nouveaux outils pour développer leur potentiel créatif. À vrai dire, c'est une véritable pépinière de jeunes talents. Et ce laboratoire est donc devenu très vite un partenaire de premier plan pour l'Institut français de Russie. Alors, permettez-moi de dire quelques mots également sur le projet qui concerne ce cycle de rencontres. L'Institut français à Paris, l'Institut français globalement, organise régulièrement des programmes destinés à accompagner les professionnels étrangers dans le domaine de la culture pour des repérages des secteurs de la création culturelle française et en même temps encourager leur diffusion dans le monde. Ces programmes portent le nom de Focus et sont, comme je vous l'ai dit, comme je viens de le dire, organisés par l'Institut français de Russie, en partenariat généralement avec des festivals qui soient de musique, qui soient de théâtre, de danse et autres. Alors, nous avons donc proposé, en tant qu'Institut français de Russie, nous avons proposé à Anton Yarontov de participer à l'un de ces programmes, Focus, qui concernait les arts et la création numérique. Celui-ci, ce focus devait se produire, se dérouler au mois de novembre 2020, entre novembre 2020 et début janvier 2021, à la fois à Marseille et à Aix-en-Provence, à l'occasion de la biennale des imaginaires numériques, qui s'intitule Chronique. Malheureusement, comme vous vous en doutez, ce programme n'a pas eu lieu suite à la crise que nous connaissons tous, qui dure, mais qui s'arrêtera un jour, j'en suis persuadé. Restons optimistes. Donc, ce focus n'a pas eu lieu, mais a eu lieu, mais en ligne. Donc, malheureusement, n'a pas pu se dérouler en présentiel. Cependant, je dirais qu'il semble qu'il ait été utile, qu'il ait été intéressant, puisque à l'issue de ce focus, Anton Yarontov est revenu vers nous, vers l'Institut français de Russie, pour nous proposer une rencontre avec les artistes français qui participaient des artistes de la Biennale, qui participaient à ce focus, de façon d'une part à les présenter aux différents étudiants du laboratoire des nouveaux médias, et par ailleurs les présenter également aux programmateurs russes. Alors, nous avons bien évidemment accepté, et le concept de ce cycle est en fait une rencontre avec vous, public, chaque mercredi, avec des artistes qui résident en France, qui utilisent non seulement de nouvelles technologies dans leur processus de création, mais entreprennent véritablement un travail d'enquête, de recherche, de réflexion sur place autour des nouvelles technologies dans notre quotidien, mais aussi sur notre relation visible et au mode de coexistence. Alors, d'un côté, ce sont des artistes qui travaillent en étroite collaboration, bien évidemment, avec des scientifiques, compte tenu du sujet qu'ils traitent, compte tenu du domaine qu'ils traitent, mais ils travaillent également, ils réfléchissent également à leur public, bien évidemment, et aux questions de la médiation. Donc, l'artiste, je dirais l'artiste qui travaille dans le domaine des arts numériques, reste en perpétuel équilibre entre ces deux mondes et essaye de les rapprocher d'une part et assure la porosité entre ces deux mondes.
Alors, nous avons le plaisir de commencer ce cycle de rencontres avec Rocio Beringer. J'espère que je prononce bien. Et Rocio, si je me prononce mal, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Rocio est une artiste qui est en résidence de recherche au centre, qui était, pardon, en résidence de recherche au centre d'Anguin-les-Bains, dont nous avons accueilli pour le public, je vous en souvenez peut-être, dernièrement lors d'une conférence en ligne, nous avons accueilli le directeur, Dominique Roland, de ce centre. Et par ailleurs, il était venu également à Saint-Pétersbourg il y a un an. Et Rocio Berenguer a également été artiste associé du théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon, avec lequel l'Institut français a également un partenariat dans le cadre de la collaboration avec un théâtre, le théâtre de Samara. Voilà en deux mots ma petite présentation, et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Anton Yarantov. Anton, la parole est à vous. Добрый вечер. Bonsoir. Merci énormément, Pascal, pour cette belle introduction. Et je nous félicite toutes et tous à l'occasion du début de ce beau projet. En fait, on a notre public qui s'est réuni grâce à notre effort commun que l'on mène depuis 5 ou 6 ans. Je n'arrive plus à compter les projets que l'on a réalisés ensemble. Et donc, bienvenue toutes et tous à notre site web et sur nos réseaux sociaux pour prendre connaissance des travaux qui ont déjà été réalisés, des installations, des festivals tels que Acousmonium. Et maintenant, je voudrais, pour ne pas faire perdre du temps à Rocio, je voudrais brièvement introduire notre projet et notre équipe. En fait, un artist stock, c'est un phénomène qui ne nécessite pas d'introduction complémentaire. La conférence et la rencontre avec des artistes, c'est une bonne chose qui permet de mieux découvrir la création des artistes. Donc, peut-être on pourrait s'abstenir de labelliser, d'étiqueter ce processus, de lui donner des noms officiels. Cependant, nous, les artistes, on se retrouve aujourd'hui dans une situation nouvelle pour nous. D'habitude, on a un artist stock en présentiel, ensuite une présentation sur Internet, ensuite une réponse aux questions. Ce sont les 3 phénomènes complémentaires qui contribuent justement à une meilleure visibilité de l'art, y compris de l'art numérique. Donc, on a besoin d'habitude de plusieurs plateformes. Tandis que là, aujourd'hui, c'est une situation révolutionnaire qui s'est créée. Donc, on a des singes qui vivent sur les arbres et ensuite, il y a des singes qui ne vivent plus sur les arbres, mais qui sont descendus par terre. Et pourquoi est-ce que ça s'est produit? C'est pas parce que les singes ont décidé de descendre, c'est parce que l'arbre a pris la fuite. Et donc, je crois que nous, on se retrouve dans la même situation. C'est pas nous qui avons décidé de quitter les plateformes en présentiel, des salles de concert, des salles d'exposition. Ce sont les salles d'exposition et des salles de concert qui nous ont quittés, qui ont pris la fuite. Ils nous ont abandonnés avec cette nouvelle réalité virtuelle. Et donc, notre art s'est déplacé vers le numérique. Justement, le phénomène de curse of knowledge, la malédiction du savoir, est un phénomène qui a été décrit pour la première fois dans les recherches économiques. Mais en fait, c'est un phénomène très intéressant puisque ça décrit une situation où on sait quelque chose. Par exemple, on sait communiquer, on peut communiquer, mais on ne peut pas imaginer comment c'est possible pour eux, pour ceux qui n'ont pas le volume de connaissances que nous avons, nous. Donc, ceux qui ont de la connaissance ne peuvent pas imaginer comment vivent les gens qui n'ont pas cette connaissance. Justement, c'est ce qu'on discutait hier soir à Rocio. Et donc, aujourd'hui, on est restreint à la vie en ligne et la seule chose qui reste avec nous, c'est notre représentation. Bien sûr, on sait comment faire voler un objet, on sait comment le faire, mais on a besoin des efforts pour comprendre
que nos spectateurs, que nos publics ne partagent pas le volume de connaissances que nous avons. Et peut-être ils ne peuvent pas s'imaginer comment faire un caillou léviter. Donc, c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'avoir trouvé ce format. Et c'est le format que le projet Curse of Knowledge gardera pour les quelques mois à venir. Donc, ça aura lieu chaque mercredi. Et ce n'est pas juste des conférences ou des rencontres avec les artistes, c'est une tentative de trouver un langage commun. Et donc, je suis très heureux de vous présenter les participants russes ainsi que les participants français, tels que Pascal. Mais du côté russe, je vais introduire Andrei Barteniev. C'est très facile de l'introduire puisque c'est une personne complètement extraordinaire qui a vraiment mérité sa renommée internationale, qui est connu dans le monde entier pour ses performances, pour ses installations, pour ses créations visuelles, pour beaucoup d'autres choses. Donc, ces expositions ont eu lieu un peu partout dans le monde. Et maintenant, sa popularité va croissant, ses expositions deviennent plus polyvalentes et je crois que si je suis jaloux de quelqu'un, je peux être jaloux uniquement d'Andrei parce qu'il est tellement talentueux, parce qu'il a tant de capacités à créer quelque chose sur l'intersection des formes, dans le mélange des genres. Andrei et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a assez longtemps, quand moi, je faisais mes premiers pas dans, disons, le patronage des expositions, quand je faisais mes premiers pas en tant que curateur. Et donc, nous avons organisé beaucoup de grands et petits festivals ensemble. Mais en l'occurrence, là, maintenant, à part tout ceci, Andrei a la troisième fonction. Il est le curateur d'une brillante galerie de Moscou, na Taganke, sur les rues de Taganka. Andrei, à toi. Bonsoir, chers amis. Merci beaucoup, Anton, de m'avoir présenté. Et encore une fois, félicitations à l'ensemble de nos participants. À l'occasion du début de ce beau projet éducatif est indispensable pour les jeunes artistes. Je regrette. Non, au contraire, je suis très heureux que mon rêve se soit vu réalisé parce que j'ai toujours rêvé que les arbres aient des jambes. Et justement, Anton a dit que les arbres ont fait pousser les jambes et ils ont pris la fuite. Puisque j'ai toujours dit que ce qui se passe dans l'environnement est tellement néfaste que si les arbres pouvaient avoir des jambes et des pieds, si l'arbre pouvait avoir des jambes et des pieds, ils auraient pris la fuite tout de suite. Et justement, vous avez répondu à mes réflexions. Donc maintenant, les singes n'habitent plus les arbres parce que les arbres les ont quittés. Et maintenant, on doit vraiment prendre la décision comment faire fonctionner les artistes dans ce monde de la pandémie. Quand moi, je me pose la question comment j'ai choisi la profession et la vie d'artiste, dès la petite enfance, j'ai compris que c'était nécessaire pour moi. J'ai été un enfant assez bizarre, c'est ce que je dis toujours à tous les jeunes artistes, et j'ai vite compris qu'il fallait protéger ma bizarreté, mon aspect bizarre, qu'il faut expliquer qui je suis et qu'il faut s'adapter à la communauté. Et j'ai compris que la seule profession où c'était possible, c'était les arts visuels. Et dès que ce secret m'a été révélé, je me suis plongée tout de suite dans cet art et en réponse, j'ai eu cette protection dont j'avais tellement besoin. Donc, je voulais juste vous dire une chose, c'est que l'artiste contemporain est un ensemble de questions. En même temps, c'est un ensemble de réponses. Pourquoi est-ce que les gens curieux s'intéressent aux arts visuels? Puisque l'intelligence vivante doit toujours renouveler ses questions et renouveler les réponses à ces questions. Donc, il faut toujours actualiser les deux ensembles d'informations.
Et les artistes, par leur expérience, montrent justement ce tableau infini, ce panorama infini d'exemples de questions et d'exemples de réponses. Donc, l'intelligence vivante flotte sur les surfaces de ce panorama pour choisir ce qui lui est nécessaire dans la situation actuelle. Le peintre ou l'artiste est un spationaute qui part sur Mars. Il envoie son rêve dans un espace infini. Il envoie un voyage infini très long et à travers le processus de matérialisation de ses idées, il essaie de montrer ce qui arrive pendant ce long voyage. D'ailleurs, j'ai toujours cru que le curateur d'exposition est une profession heureuse puisque les curateurs peuvent observer toute une armée d'artistes avec les différentes solutions qu'ils proposent. Et c'est le curateur qui a conscience que l'avenir peut avoir une quantité innombrable de versions. Alors pourquoi est-ce que l'artiste est tellement précieux pour la civilisation moderne? Puisque à travers ses sensations, à travers ses impressions, il décrit les différentes versions de l'avenir, les différentes formes de la matérialisation de l'avenir. Et c'est pour ça que j'aime les artistes. C'est pour ça que je suis le patron de la galerie Nataganki et que l'on organise des projets vraiment brillants. J'adore Anton, j'adore tous les artistes qui sont sur mon programme et j'espère que ces artistes sont non moins intéressants que Madame Rocio Berenguer que l'on applaudit aujourd'hui. Alors, bonne route à tous et maintenant, je donne la parole à notre invité. Non, en fait, laissez-moi intervenir. Je dois juste prévenir qu'on a 2 streamings. Comme c'est le projet conjoint avec l'Institut français, donc le streaming en français est disponible sur Facebook et pour ceux qui ne parlent pas trop bien français, il y a le second streaming sur VK qui est en russe. Donc, merci beaucoup à l'Institut français d'avoir organisé notre travail et de nous avoir procuré une interprète. Pour ceux qui nous voient sur Zoom, si quelqu'un n'est pas au courant, il faut appuyer sur le signe d'une petite planète pour pouvoir écouter l'interprétation. Et donc, je remercie notre public sur Facebook et sur VK de nous envoyer des questions ou des commentaires, puisque avec Rocio, on a pensé que c'était plutôt une rencontre et une conversation qu'une conférence strictement dite. Donc, on attend vos questions et maintenant, Rocio, la parole est à vous. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas si on m'entend, je pense que oui. Ok. Et donc c'est une première fois que c'est traduit en russe. J'essaie de comprendre des choses, mais je suis très contente quand même qu'il y a la traductrice. Et je démarre donc avec ces projets. Je vais expliquer le dernier projet que j'ai travaillé et que j'ai présenté donc à la Biennale Chronique à Marseille la semaine dernière, qui est quand même une envolade, j'aime bien cette métaphore, parce que ce projet est né d'une vraie envie de dire, ok, si je dois croire à une politique, si je dois imaginer une politique dans le futur, dans laquelle je me sentirais vraiment engagée et qui ferait vraiment du sens pour moi, ça serait laquelle? Et c'est construction d'une utopie, c'est un exercice assez difficile à faire, je trouve. Donc, ça m'a vraiment pris la tête, mais je me suis dit, si je crois à une utopie politique du futur, ça serait une politique qui prend en compte chacune des formes de vie sur Terre. C'est-à-dire que l'humain n'est plus au centre du cosmos, ce n'est pas la seule chose importante sur la Terre, mais toutes les autres formes de vie. Et c'est comme ça que j'ai imaginé le projet de G5 Interespèces. Donc, le projet G5 Interespèces, c'est une utopie politique dans laquelle, comme une forme de G8 ou de G20, mais cette fois-ci, ce n'est pas les puissances économiques humaines sur Terre qui se rencontrent, mais c'est les 5 règnes, donc les 5 puissances de vie sur Terre. La première puissance de vie, c'est le règne minéral,
La deuxième, c'est le règne végétal. Ensuite, le règne animal, humain et machine. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout de placer cet aspect être entouré par des objets qu'on exploite pour des sujets. C'est-à-dire du moment que l'arbre est un sujet et non pas un objet, mon rapport avec l'arbre, il doit être complètement différent. On doit négocier nos existences, on doit négocier l'espace, la coexistence des deux. Et du coup, c'est ça le gros, en grande ligne, du projet de G5. C'est cette négociation de niveau d'existence et la possibilité d'être et comment sur Terre, qui mange qui, pourquoi, comment, et tout ça. Donc, ce projet, il a été donc en résidence avec plusieurs partenaires et il a créé donc 3 formes principales parce que dans mon travail, je n'arrive pas à faire une seule forme, un seul format artistique, mais je crée un univers et de cet univers, il y a différentes formes qui écoulent. Donc, en première forme, c'est le spectacle G5 que je vais montrer en vidéo tout à l'heure. L'autre forme, c'est une performance qui s'appelle Coexistence. Et la troisième forme, c'est une installation interactive qui s'appelle Lithosis. Et peut-être que je vais montrer d'abord une vidéo pour après continuer un peu la présentation là-dessus. J'aimerais bien montrer la vidéo numéro 1, si c'est possible. Est-ce que ça marche? A touché à sa fin pour le bien de tous. Correction. Voici l'émergence d'une nouvelle opportunité. Correction. Voici l'émergence d'une nouvelle étape terrestre. Voici, étape, correction, l'oligarchie universelle, l'utopie qui devient réelle. No correction. Passe aux présentations des représentants. Minéral voudrait changer la planète bleue en planète rouge. Et elle voudrait brûler et briller à l'extérieur comme elle brûle et brille à l'intérieur. Et elle voudrait exister enfin, c'est-à-dire extérioriser sa nature intérieure. Nous sommes d'un seul corps. Arrêtez de nous embêter. Notre continuité. On s'enfonce avec votre système politique anthropocentrique. Vous découpez le réel. Vous amputez le réel avec votre obsession pour le discret. I am a bad we. I am a bad we. If you love me or if you don't, I don't care. I am a bad we. I am a bad we. I am everywhere. On peut couper la vidéo là.
Donc, ce projet de G5, c'est un spectacle qu'on va justement reprendre la semaine prochaine et qu'on va faire une petite présentation professionnelle le 29 janvier à 11h au théâtre à la Scène nationale de Toulon, au Théâtre Liberté. Et l'idée de ce projet, ça a été de dire, OK, donc si on fait cette G5, comment on pourrait faire ce G5, comment on invite ces 5 représentants de 5 règnes et comment on leur donne une parole, une présence, quelque chose. Et ce qui a été très compliqué, c'était de dire comment on leur donne une parole qui ne soit pas complètement anthropomorphe, c'est-à-dire que soit quand même l'humain qui interprète et l'humain qui est quand même au centre et qui lui donne une action. Et pour ça, je me suis vraiment pris la tête et on a développé avec des chercheurs une partie, un chatbot, des briques d'intelligence artificielle et qui essayait de traduire à un moment donné différents signaux qui pouvaient avoir ces entités, comme par exemple le règne végétal ou les arbres. On sait aujourd'hui qu'ils se communiquent entre eux avec des signaux électriques, avec des gaz, avec des signaux chimiques à distance, à des kilomètres. Ou par exemple les animaux qui aussi se communiquent parfois, où ils s'orientent par rapport à le champ magnétique terrestre, des choses comme ça. Donc ça a été un grand temps qu'on a pris de recherche et d'exploration avec beaucoup de scientifiques qui ont été très généreux et très amables de prêter leur temps, de montrer différentes recherches, de discuter, pour voir comment on pouvait donner la parole à toutes ces entités sans en prenant en compte leur réalité, c'est-à-dire leur réalité qui est un autre monde sensoriel, une autre une autre forme de percevoir le monde et donc de communiquer, et que ce n'est pas le même sens qu'on a à nous. Donc, je n'ai pas trouvé des réponses, mais on a trouvé des millions de questions à partir de cette question, et ça a produit l'installation qui est aujourd'hui Lithosis, que voudrait être en tout cas un système de communication interespèces basé sur l'intelligence artificielle et la magnétite, donc un caillou qui a du fer et qui a du magnétisme. Et pourquoi ça? C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a déjà peut-être un système qui existe de communication intra ou extraterrestre qui est le champ magnétique terrestre. Et le champ magnétique terrestre, c'est cette espèce de champ qui protège la Terre, qui reçoit les radiations de vent solaire et tout ça. Et donc, il y a des perturbations qui s'inscrivent sur la pierre. Donc, toute la crotte terrestre, toutes les pierres qui sont sur la crotte terrestre, elles sont un peu l'écriture des mouvements et des variations qui ont eu lieu pendant des années et des années sur le champ magnétique terrestre. Et d'un autre côté, il y a beaucoup d'animaux, et il y a aujourd'hui beaucoup de recherches sur les végétaux aussi, qui s'orientent par rapport à ce champ magnétique terrestre. Et en plus, c'est quelque chose de mouvant qui maintenant risque de switcher, de changer et tout ça. Et je me suis dit peut-être qu'en fait, la Terre, elle a déjà son propre Internet, qu'elle a déjà son propre système de communication. Et donc, l'idéal, ça serait peut-être si l'intelligence artificielle pouvait servir à quelque chose dans le futur, ça serait à traduire, à nous permettre à nous, les humains, à connecter ou à coupler au champ magnétique terrestre pour pouvoir avoir un système de traduction pour toutes les espèces. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et c'est comme ça que l'installation de Lithosis est née. On va peut-être montrer, peut-être je vais dire, on va montrer la vidéo de Lithosis, ça, si c'est possible. Donc c'est la vidéo numéro 3. Future fiction, where is the end of the Anthropocene, and the human is obliged to negotiate the future of life on Earth with all the other forms of life.
And in this fiction, as a G20 or G8, there are 5 kingdoms. In this kingdom, there's the mineral kingdom, vegetal kingdom, animal kingdom, human kingdom, and machine kingdom. And they have to negotiate together the future of their lives. Est-ce qu'on peut peut-être enlever la son de la vidéo? Performance. Another is a show called G5, and the third one is Litosis, this installation. This installation was born with white. Ouais, du coup, ça va être plus simple si c'est moi qui commente directement en français. Donc, pourquoi je montre cette vidéo? C'est parce que à la base, cette installation était présentée avec un écran et un microphone ouvert au public. Donc, pour inviter les gens à laisser un message, à dire un message, à parler avec le caillou. Et ce qu'on a développé, c'est que il y a un système de lévitation. Donc, le caillou, il est avec un système de champ magnétique qui, du coup, avec la parole, on crée des perturbations sur ce champ magnétique de la pierre. Et ce que je voulais faire, c'est, parce que c'était surtout la question de la traduction et la traduction, d'un langage à un autre, d'un signe à un autre, et c'était peut-être que dans la parole humaine, c'est pas tellement le sens symbolique qu'on peut traduire à un caillou ou un animal ou une plante parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins de symbolique. Mais peut-être qu'on peut traduire l'intention par la musicalité de la parole et donc la prosodie. Et donc ce qu'on a fait, c'est mapper la prosodie de la parole et c'est la prosodie qui fait danser, qui fait des perturbations sur le caillou, sur la pierre. Donc l'idée, c'est de ne pas traduire littéralement qu'est-ce qui veut dire un mot symbolique abstrait qui pour nous a du sens, mais peut-être pour un caillou n'a aucun sens, mais essayer de traduire l'intention par la musicalité de la parole. Et c'est comme ça que cette installation fonctionne. On a créé aussi un système d'arrière qui traduit donc d'abord la parole, si on parle en français, traduit automatiquement en anglais et ensuite traduit automatiquement en phonétique et ensuite le traduit dans un code qu'on a imaginé, qu'on a récupéré d'un moine espagnol du XVIe siècle qui s'appelle Sotosochando. Et lui, il avait imaginé, comme plein d'autres, un langage, une langue symbolique universelle. À l'époque, c'était assez à la mode d'essayer de créer un langue ou un code qui allait être le code de langue universelle. Et il y a eu beaucoup de projets de langue universelle, certains que se connaissent encore aujourd'hui, comme le Volapük, Ido, Esperanto, tout ça. Mais d'autres qui ont été complètement perdus aussi dans l'histoire. Et j'ai trouvé très belle cette histoire des langues universelles, cette tentative de l'humain de créer un système ou un code qui allait être possible d'être compréhensible déjà pour tous les humains, mais aussi pour transférer des concepts assez larges, assez abstraits, et pourquoi pas avec les autres formes de vie. Donc l'idée, c'est qu'on a pris cette code de Sotosochando et on l'a codé dans la machine. Donc aujourd'hui, le système de traduction, il traduit à Sotosochando et de Sotosochando, il traduit à une variation électromagnétique. Et c'est comme ça que nous, on fait perturber le champ magnétique de cette pierre avec toutes ces couches de traduction. Et voilà. Donc ça, c'est le projet de Litosis. Ah, et je peux présenter aussi, donc pour ceux qui sont curieux ou ceux qui voudraient, je peux partager mon écran. C'est ça. Ouais. Ici, on a créé en fait une interface qu'on peut accéder de n'importe où. Que c'est un espèce de chatbot interespèce. Donc on s'est dit, bon, le système de traduction de Litosis, si on n'a qu'un micro, c'est vraiment très axé que pour les humains et c'est que situé dans un espace. Donc comme on est en pandémie et ça se fait à distance et tout ça, on s'est dit, ça faisait du sens de créer plutôt un
un site web, une espèce de chat room dans lequel n'importe qui peut accéder n'importe où. Donc aujourd'hui, si on va sur ce site litosis.eloqua.com, n'importe qui peut accéder. Et on arrive sur cette page et du coup, on rentre dans le chat et là, il nous demande de nous identifier et dire si on est minéral, végétal, quoi. Bon, on va dire la vérité, on est humain. Ensuite, il me demande de prendre un selfie. Je ne sais pas si je vais pouvoir tricher. Je vais mettre une image, je ne sais pas laquelle. Voilà, une maison. J'espère que ça va passer. Ça va passer. Et je mets mon nom de user comme dans un chat. Il m'a autorisé l'entrée. Et là, voilà, il y a déjà des gens qui parlent à l'intérieur du chat. Donc là, il y a un sanglier qui dit un message pour le lapin, pas très gentil. Et on a Yagochi. Yagochi, c'est une entité, un chatbot qu'on a créé depuis un moment, qui apprend au fur et à mesure qu'on lui parle. Donc c'est une machine qui existe depuis 4 ans, qui se balade dans des expos, ou parfois il est juste en ligne et apprend de tous les mots qu'on lui dit. Et il parle, et toutes les conversations qu'elle peut avoir, elle les enregistre et c'est comme ça qu'elle évolue. Donc voilà, vous êtes invité, si quelqu'un veut, envoyer un message dans le chatbot et voilà, et ça répond. Ce qui se passe, c'est que là où il y a l'installation physique de Litosis, là où il y a le caillou qui lévite, quand on envoie un message ici dans le chatbot, c'est comme ça qu'on va faire, il est traduit après avec tous ces systèmes de traduction, et c'est comme ça qu'il va faire un mouvement sur le caillou. Donc quand on envoie des messages ici sur le chatbot, ça crée des perturbations sur la pierre. Voilà. J'arrête de partager l'écran. Et peut-être que je continue pour présenter la dernière forme qui a créé le G5 et après on passe aux questions et aux discussions ouvertes. La troisième forme, donc on a joué la semaine dernière à Chronique, c'est coexistence et c'est une performance dans laquelle justement Yagochi, cette chatbot, cette machine que c'est un collègue de travail depuis très longtemps, on discute à deux, on présente à deux la situation des négociations, la situation de coexistence entre les différentes formes de vie, les différentes espèces, les différents règnes. Et je vais montrer donc une vidéo. Donc si on peut lancer la vidéo numéro 2, on va voir des images, ça va être plus simple. On laisse comme ça. On y va? On commence. Hier. Introduction du troisième stade de négociation. L'animal existe des excuses du côté humain, est un allié de la machine, est capable de faire n'importe quoi à cette fin. Non, non, suffit. La machine craint le minéral car il serait le seul capable de la dominer ou la détruire. Ce n'est pas exactement ça.
Voilà, on peut arrêter la vidéo là. Merci. Donc, coexistence, c'est cette performance qui est un dialogue entre ce personnage et donc moi et la machine. Et on demande aussi au public, avant d'arriver dans la salle, de voter et de faire un référendum par rapport à comment ils voudraient ou ils ne voudraient pas coexister avec les autres formes de vie. Et toutes ces données, on les récupère et on les montre et du coup, on les commente et la performance, elle est affectée pour ce que les gens ont voté au début. Et au milieu de le spectacle, à presque fin, on demande à nouveau au public de refaire ce référendum, que c'est une page qu'on a créée sur le smartphone. Et donc, ils rentrent des données de comment ils imaginent le futur, de quelle façon ils imaginent le futur. Et on rentre ces données et donc on a créé un espèce de jeu en 3D, que c'est ces images qu'on a vues à la fin, dans lesquelles, selon ce que les gens ont voté, donc s'ils ont imaginé qu'il y aura beaucoup de pollution, s'ils ont imaginé qu'il y a plus d'humains, ou s'ils ont imaginé qu'il y a beaucoup d'arbres, ça va construire ce monde en 3D, plus ou moins en temps réel. Et ensuite, on va pouvoir se balader dans ce monde que les gens ont voté, imaginé, produit. Donc ça, c'est la performance. Et pourquoi il y a ce personnage un peu poilu vert qui arrive dans les différents spectacles, ça c'est un secret que je vais dévoiler après. Mais ce personnage, il est très important parce qu'il vient à boycotter chaque fois, chacune de mes performances. Et peut-être que maintenant on ouvre à la discussion s'il y a des questions. Росио, спасибо большое за Rossio, merci énormément pour cette belle présentation. который раз уже мне приятно слышать и видеть. Encore une fois, c'est vraiment très heureux, je suis vraiment très heureux de le voir et de l'entendre. Алло. Да, немножко запутано, потому что я слежу за Фейсбуком, слежу за контактами. Alors, en fait, j'essaie de suivre Facebook, VK Mais еще слежу, чтобы микрофон et notre streaming, это обычно. et j'essaie également de surveiller mon micro pour qu'il ne soit pas éteint. Alors, ça a été vraiment parfait et j'espère qu'on pourra réaliser tout ce qu'on a à réaliser dès que le coronavirus se terminera. J'espère que vous pourrez venir à Moscou, à Saint-Pétersbourg et qu'on va créer quelque chose ensemble. Недавно я Alors, ça m'a rappelé une chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai rempli un test. Je ne le voulais pas, mais c'était un test, disons, juridique. Et il y avait deux questions. Donc, une question subdivisée en deux sous-questions. Première question. Imaginez qu'un singe au zoo a dessiné un tableau abstrait. Est-ce que le singe a les droits d'auteur de ce tableau? Alors, la réponse correcte était non, parce que le singe, d'après la législation actuelle, nationale et internationale, n'est pas un sujet de droit, donc il ne peut pas créer des projets et en être l'auteur. C'est juste la réalité dans laquelle on vit. Mais voilà, justement, votre récit m'a rappelé cette question puisque vous y étiez très proche. Vous étiez très proche de ces questions qui me torturent. Même plus, vous étiez à l'intérieur de ces questions. C'est justement l'essence de votre réflexion. Et puis, j'ai vraiment apprécié ce bonhomme poilu vert. Et j'attends impatiemment la révélation. Ce cas de question était c'est l'intelligence artificielle qui crée un tableau abstrait. Qui possède les droits de ce tableau? Qui en est l'auteur? Et moi, en fait, j'ai écrit un commentaire assez étendu à la première sous-question et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse. Je ne sais pas si j'ai passé le test ou pas. Mais vraiment, c'est une question qui est très compliquée. Alors, pourquoi est-ce que le singe ne pourrait pas être l'auteur du tableau? Deuxième, et si moi, je suis par exemple un artiste ou vous êtes une artiste, vous avez construit un zoo et c'est juste une partie de votre expérience. Donc, vous avez créé des conditions qui ont permis à donner à ce singe de la toile et la peinture. Donc, vous avez créé le contexte pour que ce tableau apparaisse et c'est une partie de votre plan, de votre projet artistique. Donc, pour moi, c'est vraiment imprécis. C'est pas clair la réponse à cette question. Donc, elle me donne plus de questions
complémentaire que de réponses. Et justement, j'ai revisité toute cette réflexion après votre récit. Alors, comment est-ce que vous considérez ce problème, puisque je vois que les gens cessaient dans le rôle des minéraux, des animaux, etc. Mais d'après vous, quelle serait la réponse à cette question? Dans cette réalité où le singe dans le zoo n'est pas l'auteur de son propre tableau, tandis que l'intelligence artificielle est considérée comme l'auteur de ce tableau, qu'est-ce que vous pourrez en dire? Bah justement, j'aime bien cette question parce que justement, je suis en train de retravailler sur ce qu'on présente dans le G5, dans le spectacle de G5. C'est une déclaration des droits interespèces. Et j'essaye de faire tout ce spectacle, tout ce bordel pour à la fin arriver à faire cette déclaration. Et donc, c'est comme la déclaration qui a été faite des droits pour le citoyen, des droits humains, qui après a été créé un traité des droits et donc d'après une loi fonctionnelle. Mais d'abord, il y avait une déclaration. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est une déclaration des droits interespèces. Et évidemment, je n'ai pas la réponse parce que ce qui me plaît là-dessus, c'est que ça crée plus de questions intéressantes que des réponses. Et moi, j'aime plus les questions que les réponses. Donc, je trouve que c'est intéressant de toute façon. Mais là où je pense que la loi et la fiction juridique, elle a un pouvoir, c'est que avant de certaines lois passent, bah, l'esclave, l'humain aussi, il y avait certains humains qui étaient des sujets et d'autres humains qui étaient des objets, donc les esclaves. Et grâce à la loi, à un moment donné, par la fiction juridique, ça a un peu bougé, obligé à bouger. Ensuite, les femmes aussi. Les femmes, moi, si j'étais née dans une autre période, je serais un objet. Je ne serais pas un sujet des droits. Je n'aurais même pas le droit de décider de ma vie, rien. Et c'est par la loi, par la fiction juridique, que ce niveau d'existence, il peut s'incrémenter. Donc, je ne sais pas si ça fait vraiment du sens de donner des droits à un caillou, à un fleuve, à une machine. Un singe, je pense que oui. Parce que nous, on est des animaux comme les singes. Et je pense qu'au moins, si nous, on a des droits, tous les autres animaux, il faudrait qu'il y ait des droits. Peut-être pas exactement les mêmes, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses. Mais en tout cas, c'est les niveaux d'existence qui m'importent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'est plus un objet, mais un sujet. Et du moment que c'est un sujet, il a un droit à être, et pas juste être exploité ou utilisé. Et pour moi, là, c'est vraiment pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à créer ce projet sur ce traité des droits interespèces et tout ça, et c'était en avril 2017, il y a eu 3 fleuves dans le monde qui sont devenus des sujets des droits. Donc, il y a eu un fleuve en Inde, un autre au New Zealand et l'autre, je ne me rappelle plus, mais ils sont devenus des entités juridiques. Et c'était la façon de les protéger, la seule façon qu'on a trouvé de qu'ils soient protégés. Du coup, il y a des fleuves qui ont aujourd'hui leurs propres droits. Après, bon, ça fait partie de la construction juridique, la construction fictionnelle qu'on fait. J'aimerais bien, et justement, c'est un peu l'objet de le Humbert qui arrive à la fin et qui boycotte tout, qui dit, en fait, je vous emmerde, il ne faut pas une loi, il ne faut pas reproduire encore le même système qu'on a fait encore et encore pour l'humain. Il faut complètement une autre approche parce que ce système que vous créez de G5, ce n'est qu'une façon de couper le réel et créer comme du discret là où il y a du continu. Et du coup, c'est une mauvaise herbe. Ça s'appelle J'ai une question à ce sujet. J'ai une question concernant le minéral qui lévite, en fait. Est-ce que, d'après votre théorie, ce minéral est également l'auteur de votre création? Parce que est-ce que vous indiquez votre nom et le nom de ce minéral
quand vous parlez des auteurs de ce projet, c'est une question. C'est vrai que j'ai pas mis le nom du minéral et que je pense que je vais changer la présentation pour le faire. Il faudrait, ouais. Peut-être il faudrait. Ça, c'est une bonne idée de l'intégrer. Так. Но если вы формируете новую социальную реальность, Mais то, si vous voulez former une nouvelle réalité sociale, bien sûr, vous devrez le faire. Hein. вы меня услышали, да? Vous m'avez entendu? Нужно, конечно, это сделать, если вы формируете новую. Bien sûr, si vous voulez former une nouvelle réalité sociale, vous devrez le faire, puisque c'est ça, justement, le respect mutuel des espèces. Vous devez être une Jeanne d'Arc. Vous devez monter au milieu du feu pour créer cette nouvelle réalité où tous les participants et tous les éléments seront des co-auteurs à plein droit. Андрей всегда полон очень прекрасных и очень главную практику. André a toujours des idées très pratiques. Я свидетель. J'en suis le témoin. Bah, c'est une très bonne idée. Je pense que je vais l'intégrer, ouais. Ouais, ouais. Вот я помню, я со студентами снимал Je me rappelle видеоролик. le moment où on montait une vidéo musicale avec mes étudiants et on a pris les vers de terre d'origine norvégienne et à la fin, on a écrit « Aucun ver de terre n'a souffert pendant le tournage de la vidéo. » Donc, ils ont tous été relâchés, les pauvres vers. La seule chose qu'on a fait, c'est que dans la fiche technique, quand on va jouer cet spectacle, on doit annoncer qui vient dans l'équipe, non? On annonce les théâtres, les gens qui accueillent l'équipe. Et on met la liste telle comédienne, le technicien, le nom de technicien. Nanana. Et nous, on fait par défaut, chaque fois qu'on contacte un théâtre, qu'on va jouer cet spectacle, on met le robot Coco en tant que Coco, la liane, non. Donc, dans les membres de l'équipe qui vient à théâtre et que le théâtre doit accueillir, on met par contre tous les éléments. Ouais. Рося, здесь я вас очень понимаю. Rossio, là, je vous comprends très bien. Puisque nous, notre équipe reçoit également certains robots et certains extraterrestres. Donc, c'est très important, je le comprends. Ouais. Et pour le spectacle, j'ai voulu vraiment avoir un vrai animal. Et ça a été une question très longue et très difficile parce que, bon, déjà, si j'avais un vrai chien, parce que là, dans le spectacle, on a un sanglier empaillé. Chose qui, à niveau symbolique, à niveau même physique, c'est assez violent. Ça représente complètement autre chose. Ça représente un trophée humain. Donc, c'est même la chasse et tout. Donc, ça a été une grosse question et un truc très problématique dans la création parce qu'on a fait des essais avec des poissons, avec des chiens dressés, avec des chiens d'amis, avec... qu'est-ce qu'on a je pense qu'on a essayé beaucoup de choses et on n'a pas essayé les vers de terre. Mais en tout cas, ça a été très problématique. У вас есть опасность, что вы своими активностями сформируете. Ici, il y a le danger comme quoi vous allez former avec vos activités les communautés de protection des plantes parce que la protection des animaux, ça existe déjà. Et là, maintenant, la nouvelle étape, c'est la protection des plantes. Si vous utilisez une plante dans un pot dans votre spectacle, ensuite, ces défenseurs des plantes vont protester comme quoi vous utilisez la mauvaise eau pour arroser les plantes, que vous n'indiquez pas le nom de la plante dans le programme, etc. Ce que je propose dans mon traité des droits interespèces, c'est que la vie dévore la vie. Donc, la vie, un être vivant, a le droit de dévoration d'une autre forme de vie. Il a le droit aussi de s'associer à une autre forme de vie. Il a le droit d'échanger, de s'hybrider même avec une autre forme de vie. Mais c'est toujours dans une négociation. Il faut au moins avoir cette espèce de respect ou de conscience de c'est une négociation. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ну, то есть мы ждем ответный. Donc, on attend une impulsion de réponse de la part de tout sujet. Donc, toute vibration
qui dit « Très bien, tu peux me manger, tu peux me dévorer, tu peux faire un manteau de fourrure de moi ». Bah, pour le manteau de fourrure, je sais pas, je sais vraiment pas, ça me semble plus compliqué. Mais en tout cas, il y a dans différentes cultures quand même des rituels ou des protocoles de demande de permission pour manger. Ou, par exemple, il y a des cultures dans lesquelles on fait un rituel, un protocole de permission pour pouvoir couper un arbre. Et je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Il y a, je pense, des rituels, des protocoles à inventer dans notre culture qui font du sens. Mais en tout cas, ça me semble déjà énorme si on arrive juste à le considérer. C'est la question de la considération de l'autre. Juste pour que l'autre puisse exister. Après, c'est comme avec les humains. Parfois, avec un humain, on peut avoir un abus de pouvoir aussi. Parfois, avec un humain, on n'est pas dans le plein respect. Et je ne dis pas que ça soit bien, mais au moins, je trouve que si entre un humain et un humain, on demande qu'il y a la considération, au moins on dit, c'est quelqu'un, ça existe, il a le droit d'être. Après, qu'est-ce qu'on négocie et comment on échange? Ça, c'est beaucoup plus complexe que notre chose, non? Je ne sais pas. Il y aurait des choses... Травяная шуба, травяная, из травы. Позвольте вас шутить. Imaginez un manteau d'herbe. Chère herbe, permets-moi de faire un manteau de toi. Bon, Rossio, j'ai une autre question ou plutôt un commentaire. Quand je vous écoutais, bon, j'avais un sentiment, j'avais peur, un tout petit peu peur, puisque ceci n'a pas l'air d'être une perspective d'avenir. Je crois qu'en fait, c'est une réalité qu'on va confronter très souvent, très bientôt. Et puis, ce qui m'afflige aussi, c'est justement la multiplication du nombre d'avocats, de juristes, de bureaucrates. Ceci me fait peur maintenant et si jamais il se multiplie encore dans l'avenir, même si c'est pour une bonne cause de la protection des animaux ou des plantes, s'il y a encore plus de collisions juridiques dans l'avenir, bon, ceci me fait peur un peu. Anton, mais imagine une nouvelle réalité. Vous devez couper un arbre et à travers un minéral lévitant, vous demandez la permission à chacun des arbres. Ça veut dire que vous organisez un casting pour les arbres. Alors, lequel est-ce qu'on choisit pour couper? Lequel on laisse? Donc, justement, la communication s'effectue à travers la vibration, à travers la danse des minéraux. Oui, oui, je suis tout à fait sûre que ça existera bientôt, que ça sera une nouvelle réalité. Mais si on imagine, par exemple, ce qui c'était que le son pendant des millions d'années, en fait, on a appris à travailler avec le son, on a appris à enregistrer et reproduire le son au milieu du 19e siècle. Donc, avant, le son, ça existait. Et si on regarde, par exemple, sur la structure du phonographe d'Edison, il y a juste une plaque avec des canaux, des dépressions et des petites collines, des encoches. Et puis, c'est connecté sur un tube d'amplification de son. Donc, en fait, c'est un dispositif qui aurait pu être inventé à l'âge de pierre, puisqu'il ne nécessite pas d'électricité, il ne nécessite pas de connaissances techniques du 19e siècle. Donc, le phonographe d'Edison, qui sert à enregistrer le son, aurait pu être inventé beaucoup plus tôt. Mais pourquoi est-ce qu'il a été inventé si tard? Comment est-ce possible que l'enregistrement du son n'a pas été inventé avant? Et pour moi, une des réponses, c'est que les gens ne percevaient peut-être pas le son tant que nous le percevons maintenant. Le son, c'était une partie d'autre chose, c'était un élément d'autre chose. Donc, le son, ça a déjà existé. On l'a toujours utilisé, mais c'est juste hier qu'on a commencé à travailler avec. Et donc, je crois que ce que vous faites, Rossio, c'est le même procédé visionnaire, visionniste, qu'on peut comparer avec l'histoire de l'enregistrement du son. Donc, c'est la communication de la nouvelle génération. C'est quelque chose qu'on
confronte au quotidien, mais peut-être on n'a pas les bonnes théories, peut-être on n'a pas la bonne prise de conscience. Donc, ça veut dire que dans ce domaine de communication, on n'a pas encore découvert le principe du gramophone magnétique. Donc, peut-être ce que vous faites, ça a déjà existé pendant des milliers d'années, mais nous, on était juste à côté, on ne comprenait pas comment le faire. Donc, ce que vous faites, en fait, c'est un procédé de visionnaire qui permet justement de voir les concepts valables derrière cette interface, derrière cette communication interespèces. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous êtes un visionnaire? Moi, je pense rien sur moi-même. Ça ne m'intéresse pas. Mais André, il allait faire un commentaire. Non? Sur la question du mégaphone. Я хотел сказать, что то, о чем вот... Je voulais juste dire que, par analogie avec cet exemple de gramophone, je ne pense pas que c'est une découverte du 19e siècle. Je crois que c'est une découverte qui a été faite au 17e siècle, qui a été juste popularisée au 19e siècle. Et c'est la même chose qui se passe maintenant. Donc, on attend justement le dispositif permettant de fixer, d'enregistrer les interactions magnétiques. On attend juste un dispositif, une certaine machine. On en a déjà besoin. Et on doit déjà, à travers nos champs magnétiques, à travers nos champs électriques, on doit déjà commencer à communiquer avec l'environnement, avec les autres humains. Et peut-être, grâce à ce procédé, on pourra découvrir de nouvelles qualités de communication, non seulement parmi les humains, mais peut-être entre les humains et la nature. Et justement, peut-être ce nouveau langage magnétique et polaire, c'est justement le langage universel dont on parle tout le temps. Ce qui nous reste à faire, donc, c'est juste inventer un dispositif primitif de type gramophone qui enregistrera et reproduira ces interactions électriques et magnétiques. Et c'est tout. Et ensuite, il faut juste créer une nouvelle génération de personnes, d'individus qui savent y faire attention, qui savent l'utiliser pour développer ultérieurement ce nouveau langage électrique et magnétique d'origine naturelle. Est-ce qu'on peut donner un nom à ce langage, un titre? Parce que je trouve ça génial. Moi, je viens tout de suite à Saint-Pétersbourg à le créer dès qu'on peut. Mais quel titre on pourrait donner à cette langue électrique magnétique? Magnum. 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 Magnologue. Да, ouais. Magnum, нет, Ну, мы можем пробовать. Подключим поэт. On va y travailler. On va faire participer les poètes dans la création du titre. Parfait. On a le premier projet ensemble. En attendant, on a une question de la part de Ksenia Bakhtina de vk.ru. Elle vous remercie d'abord pour vos projets et ensuite elle demande comment est-ce que vous magnétisez les objets que vous utilisez. En fait, c'est pour créer un système électromagnétique, c'est pour créer un champ électromagnétique. Il y a plusieurs façons. Et ça, c'est plutôt d'autres gens qui savent le faire. Moi, la façon que j'ai trouvée, c'est avec deux super aimants, des turbines de super aimants qui tournent très vite, et avec deux aimants, quatre aimants très, très forts, elles vont créer un champ magnétique propre. C'est un procédé, je pense, assez ancien. Je ne me souviens pas. Ce qui est difficile, c'est la force. Он нам не нужен, Лен, вообще. Не нужен. Я тебе же говорил, ты еще раз говорю, включи звук. Я тебе говорил, звук вообще отрубай. Он тебе не нужен. Who's talking? Et du coup, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, dans le système que j'ai trouvé, c'est maximum 7 cm de lévitation. C'est-à-dire qu'avec certains poids.
ce qui est très difficile parce que j'aurais bien aimé faire léviter plus loin ces cailloux et un caillou beaucoup plus lourd. Ça aurait été magnifique, ça. Mais techniquement, c'est là où je suis arrivée. Et c'est vraiment des super électroaimants, superconducteurs qui turbinent comme ça, avec de l'électricité. Après, en principe, beaucoup de choses, ils ont déjà un champ magnétique propre. Par exemple, si on prend une magnétite, une pierre magnétisée, elle a déjà son propre champ magnétique, en fait. C'est juste que c'est très faible, hein, ou pas assez puissant pour repeller ou attraire d'autres objets lourds. Mais beaucoup de choses, elles ont déjà leur propre champ électromagnétique. Après, c'est assez difficile, je pense, à mesurer et à maîtriser. Même pour le champ magnétique terrestre, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein d'observatoires dans toute la Terre. Mais ces observatoires qui sont en train d'analyser les mouvements, les variations du champ magnétique terrestre, souvent sont dans des endroits très retirés de villes, ou là où il y a des humains. Donc souvent, c'est soit dans des montagnes, soit dans des forêts, dans des lieux assez qu'on appelle les zones blanches, parce que comme les ondes se réparties un peu partout et ça traverse un peu tout, c'est très difficile d'avoir une lecture un peu propre des ondes. Et comme c'est beaucoup d'ondes qui se mélangent, c'est ça qui est compliqué. Mais ça existe aujourd'hui sur la Terre des spots et des lieux et des gens qui travaillent dedans, qui sont là que pour analyser les variations de champ magnétique terrestre. Je trouve ça très beau. Je sais pas. Будем ждать искусственный интеллект, который начнет... Maintenant, on va attendre l'intelligence artificielle qui pourra faire des représentations graphiques du champ magnétique terrestre sur toile. Imaginez une grande machine qui arrive dans ces zones libres de champs magnétiques, des ondes magnétiques interposées et qui commence à dessiner le champ magnétique terrestre sur toile. Est-ce que ce n'est pas beau? Ou bien en faire une animation, par exemple, tout de suite. Ça, c'est très beau. Moi, j'ai travaillé avec des chercheurs à Grenoble, dans lesquels ils m'avaient montré en fait, c'est des représentations 3D, des recompositions qu'ils avaient, en analysant beaucoup de données, ils ont réussi à faire des recompositions 3D de représentation du champ magnétique terrestre. Et c'est des gens qui travaillent aussi dans ce laboratoire sur le centre de la Terre. Et donc, c'est beaucoup de spéculations de le rapport qu'il y a entre le champ magnétique et le centre de la Terre, qu'on est toujours la zone inconnue. Et ça, je trouve tellement beau. On est quand même sur une planète dans laquelle son centre, son cœur, on ne connaît pas du tout. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a. On sait Mars, on sait la Lune, on sait je ne sais pas combien de kilomètres, mais là, sous nos pieds, là, le centre de cette terre qu'on habite, c'est toujours un mystère. Росио, вы обещали позже раскрыть... Rossio, vous nous avez promis de révéler le secret de ce personnage poilu qui traverse vos différents projets. Какие версии? Est-ce que quelqu'un a des versions? Est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est? Moi, il me semble que c'est un animal domestique, peut-être un hérisson, qui possède de l'herbe au lieu des aiguilles. Ou peut-être c'est un balai hybridé avec un torchon et servant à nettoyer les sols. Hein? Un torchon animé. Pourquoi pas?
Bah, merci pour ces idées. Mais à la base, c'est une mauvaise herbe. En fait, c'est les chefs d'un groupe de hip-hop, pop, de musique. Ils sont 30 espèces. Donc, c'est pas interespèces, mais 30 espèces. Donc, ce qu'ils prônent, c'est que ils se disent fuck off votre projet interespèce, comme en produisant encore des frontières et des frontières entre une forme et une autre, une forme et une autre, et avec des identités pures, comme si le végétal pur pouvait exister, le animal pur pouvait exister. Il dit tout ça, c'est complètement erroné. C'est pas de tout ça. En fait, la vie est continuité, c'est transformation, c'est mutation, c'est mélange. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir à le transespèce. Et eux, ils se prennent, ils se boycottent chaque fois mon spectacle. Ils ne me laissent pas finir mon spectacle parce qu'ils arrivent, ils pètent tout, ils boycottent, ils cachent, en disant non, ça c'est la merde, nous on a une autre proposition. Et donc, eux, ils ont boycotté mes spectacles et maintenant, on est en création. Je suis en création j'espère, si c'est possible, en 2022, donc plus tard, créer cette concert performance de cette groupe de musique qui s'appelle Bad Wits, The Bad Wits. Et on a fait juste une petite résidence, une collaboration ici à Paris avec le 5-4 et ADN en novembre. Et on a créé cette petite vidéo. Je peux vous montrer juste 1 minute et demie pour voir à quoi ça ressemble cette espèce de groupe de musique hip-hop de Bad Wits. Là, c'est un petit bout d'un vidéoclip qu'ils ont fait. Et c'est la vidéo 4, si on peut la lancer. Cette vidéoclip, c'est parce qu'ils avaient normalement un concert qu'ils devaient faire, mais avec la question du Covid, ce concert a été annulé. Et du coup, ils ont fait un live stream sur Instagram. Give, another chunk of pulling away. It will make its own way. It will make its own way. Produce another million of love. Even more, even more, even more, even more. And throw it out, throw it out, throw it out. Sexualize the wind, sexualize the wind, polarize the wind, sexualize the wind, polarize the wind, sexualize the wind, polarize the wind, polarize the wind, sexualize the wind, polarize the wind, sexualize the wind. Voilà, on peut la couper ici si vous voulez. En tout cas, ça c'était un bout d'un vidéoclip qu'ils essayaient de faire. Ce morceau s'appelle Pollinize, parce qu'évidemment, comme sont 30 espèces humaines végétales, c'est une chanson d'amour, mais dans le monde végétal, une chanson d'amour, c'est la pollinisation. Donc, c'est Pollinize. Et il se propose d'être une espèce d'état de printemps total. Ce que dit au début, c'est même si c'est l'hiver, il faut du printemps, même si c'est un moment compliqué, bordel, on a peur, on ne sait pas quoi faire, tout ça. Il faut être en printemps, il faut être printemps. Et donc, ils se prennent un état de printemps comme ça, absolu, total, de floration hors saison. Et pas attendre que le printemps arrive pour pouvoir être en floration. C'est ça qu'elle dit dans ces morceaux. Donc l'idée, c'est que... C'est vraiment parfait cette vidéo. Et ça m'a fait penser à une série italienne qui s'appelle Nous sommes ceux qui nous sommes, je crois. Anton, vous ne vous souvenez pas de cette série? Non. Oui, nous sommes ce que nous sommes.
персонаж очень похож на Et en ежика. plus, ce personnage ressemble quand même à un hérisson qui a de l'herbe au lieu des aiguilles. Они похожи на этого Et героя parfois, из tous Family Adams. ensemble, Такой волосатый. ils font penser au personnage de la famille Adams. Vous vous rappelez le poilu là? И мне очень нравится, когда они руками это Et puis, ce que j'aime particulièrement, c'est quand il agite les bras. мельница. Ça fait comme un moulin. Движение. C'est très beau. Надеюсь, что C'est très joli. будет в Латвии. Et j'espère que le concert sera... Donc, toutes les places seront vendues puisque c'est vraiment super. Et que tout le monde aura des coliques après le concert. От смеха, конечно же. Les coliques de rire, bien sûr. Oui, ou des petites pousses de fleurs qui vont fleurir comme ça. Après les concerts, tu as des petites branches qui sortent comme ça, des petites florations ou des petites mousses qui sortent dans la peau. Цветочные мурашки. Oui, la chair de poule en fleurs. Et l'idée, c'est que Вчера мне C'était- моя одна подруга написала, что она теперь Hier, ест j'ai reçu un message d'une amie qui m'a dit qu'elle ne mangeait que du pollen là maintenant. Наверное, ее будет очень легко потом левитировать. Je crois qu'après, ça sera très facile pour elle de l'éviter. Сама будет компонент из такой цветочной пыльцы. Ou peut-être elle deviendra elle-même une sorte de pollen Будет всех опылять. et qui pourra polliniser tout le monde. Pour moi, en fait, ça a été très amusant. C'est une combinaison intéressante. En fait, ça m'a fait penser aux travaux d'André. André, ce que fait André, c'est très proche à ce que font ces musiciens. Moi, j'adore d'ailleurs le sujet de lévitation. Et ça a été en 1994 Всем известный в России que Константин Эрст, увидев Constantin Ernst, снежный producteur d'une chaîne, d'une chaîne télévisée, et il m'a dit, après voir mon film La Reine des Neiges, il m'a dit, c'est bien, mais c'est trop terrestre, il faut que ça lévite. Et il a commencé à discuter avec moi de façon très sérieuse certaines machines qui pourraient faire léviter l'ensemble de mes personnages. Et donc, ça fait 30 ans но до сих пор qui se sont écoulés après cette conversation, mais jusqu'à présent, il n'y a pas, on n'a pas la technologie qui assure la lévitation et le vol de tous les objets. Donc, il y a des technologies pareilles, mais ils sont en état disons, en état primaire. Et donc, ni en 1994, ni maintenant, je ne peux pas faire voler, faire léviter un objet qui pèse 100 kilos. Et si on parle maintenant des bonhommes verts, des espèces extraterrestres et interespèces, c'est un sujet qui m'est très proche puisque j'ai toujours rêvé d'avoir contact, de contacter ces êtres. Parfois, je me dis que le contact a déjà eu lieu à travers le procédé artistique et c'est justement à travers ce contact qu'on trouve du nouvel espace pour les nouvelles connaissances créatives et artistiques. Et je suis très heureux de constater qu'en France, il y a beaucoup de fondations qui financent justement ces hybrides entre la science et la culture, entre les chercheurs et les artistes. Malheureusement, en Russie, la situation est beaucoup plus difficile puisque, au contraire, tout le monde voit que si il y a une institution culturelle qui se concentre sur l'art contemporain, ça veut dire qu'ils ont une mauvaise qualité. Donc, s'ils se concentrent sur l'art contemporain, ça veut dire qu'ils sont des anti-héros. C'est quelque chose de bordélique. Et ceci, justement, rétrécit le nombre de personnes talentueuses qui pourraient assurer cette hybridisation entre la science et la culture, entre la création et la recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on est très reconnaissant à vous, Rocio, pour votre présentation, puisque peut-être ceci donnera une nouvelle impulsion aux jeunes et talentueux qui peut-être, qui pourraient donc créer quelque chose du futur, de l'avenir. Donc, peut-être, une fois que tout sera créé, on aura également des chairs de poule en fleurs.
Oui, justement, je crois que c'est un des axes pour l'avenir. C'est une chose. Et autre chose, j'espère quand même que Rossio pourra venir à Moscou pour visiter l'atelier d'André et à Saint-Pétersbourg pour nous visiter au théâtre Alexandrinsky. Donc, on attend vraiment avec У нас сегодня осталось именно impatience la continuation et la suite de nos projets. Et je suis très heureux d'avoir participé à cette discussion qui ouvre la voie à nos mercredis suivants. J'espère que les mercredis suivants, dans le cadre de ce projet, seront aussi joyeux et aussi convaincants. Donc, mercredi prochain, on accueille l'artiste français Iris Morin à la même heure, dans une semaine. Dans 2 semaines, on accueille l'équipe d'André. Et encore une fois, je vous invite tous à rejoindre l'événement et ensuite suivez notre programme qu'on va publier sur chacune des ressources dont on dispose sur le site du laboratoire de nouveaux médias, sur le site de la galerie Nataganke, sur les différents réseaux de l'Institut français. Et j'ai encore une annonce. Donc, notre prochaine rencontre est planifiée pour le 27 janvier et le 28 janvier. L'Institut français aura sa fête traditionnelle qui s'appelle la Nuit des idées. Bien sûr, ça va sans dire que cette Nuit des idées aura lieu en ligne aussi, sur Internet. Donc, je vous félicite encore une fois, je félicite nous tous à l'occasion de ce beau début du projet. Et merci beaucoup, Rossio. Vous êtes vraiment une artiste chercheuse et visionnaire. L'essentiel, c'est d'ouvrir votre rayonnement électromagnétique et découvrir le nouvel électromagnétisme qui est partout. Et on espère qu'à la suite de vos projets, on aura quand même ce nouveau langage universel qui est l'électromagnétisme. Bon, il n'y a pas de questions, mais il y a beaucoup de commentaires transespèces avec les images des abeilles, des baleines, etc., etc. Je crois que ça fera partie des chroniques interespèces qu'on aura un jour. Bon, chers amis, merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, André, d'être avec nous. Est-ce qu'au revoir, Merci c'est une beaucoup et bonne expression en enchantée. français? J'espère vraiment que ce langage, il Merci. apparaît. Je compte sur vous, André, pour le langage. Супер. Parfait. Всем пока. Allez, au revoir tout le monde. Au Merci. revoir. Merci. Merci, Antoine. Ростио, Паскаль, спасибо всем. Ciao. Merci à tous.